Bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci d'être venus pour ce dernier débat, le dernier round de cette Agora de l'Humanité, qui va parler de sport, donc avec un débat sur les JOP 2024. Et la question qu'on va se poser, c'est la question qu'on m'a demandé de poser, c'est vive des JOP 2024 pour toutes et tous. Alors les JOP, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques, il ne faudra pas oublier la dimension paralympique. Alors d'abord, pour commencer, si tout le monde est posé, je vais présenter les invités déjà, et puis je vais leur demander de me dire en quelques mots, très rapidement, ce que signifie pour eux des Jeux pour tous et pour toutes. Donc on va commencer, je vais vous présenter déjà Emmanuelle Ouladj, qui va se présenter elle-même. Bonjour, Emmanuelle Bonnet-Ouladj. Je suis coprésidente de la Fédération sportive et chimique du travail, la FSGT. Et donc pour moi, les Jeux olympiques et paralympiques, ça doit être des jeux populaires et donc des jeux qui appartiennent à tout le monde. On va passer ensuite la parole à Marie-Georges Buffet. On reste... Marie-Georges Buffet, Marie-Georges Buffet, donc députée de la Seine-Saint-Denis. Je suis la députée du territoire sur lequel se construit la fête de l'humanité tous les ans. Les Jeux olympiques et paralympiques, ça doit être bien sûr un beau moment de gestes sportifs de très haut niveau. Et surtout, ça doit être, dans les 6 ans qui viennent avant les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, ça doit être la possibilité pour tous les clubs, dans toutes les pratiques, d'accueillir plus d'enfants, plus de garçons, plus de filles pour faire du sport. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que les Jeux olympiques, ça doit être une chance pour le sport français en général. Et pour ça, il faut qu'on ait les moyens d'accueillir ces jeunes dans les pratiques sportives. Alors on va repasser la parole, on va passer la parole à Paris 2024 justement, et puis après on fera réagir l'éducation physique qui est là, qui est à côté de Marie-Georges Buffet. Donc je vous présente Bernard Lapassé qui va se présenter lui-même, qui va donner tous ses titres. Vous en donnez quelques-uns? Oula. Non, juste donc Bernard Lapassé, coprésident de la candidature à l'époque de Paris 2024 et aujourd'hui président d'honneur de la responsabilité qui est prise de faire maintenant monter le podium sur l'ensemble des sports français. Pourquoi aujourd'hui on parle de 2024? Tout simplement parce qu'on le doit. On le doit aux Françaises et aux Français qui, pendant la candidature, entre 70 et 75% des audiences qui ont été faites, des référendums qui ont été faits, nous ont suivis. On a toujours eu un soutien, une adhésion de l'ensemble des Françaises et des Français. Aujourd'hui, ils sont 30 millions responsables du sport qui pratiquent l'activité sportive en France. C'est énorme. On doit aujourd'hui de donner une image extraordinaire de ce qui va se passer pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Marie-Georges l'a dit, c'est l'occasion ou jamais de donner un coup d'accélérateur extraordinaire et de faire en sorte qu'on ait un impact d'héritage et en même temps de futur pour l'ensemble des Françaises et des Français sur l'introduction d'un sport qui soit à l'image de la société de demain, c'est-à-dire un support extraordinaire pour les jeunes Françaises et Français. On va continuer avec Thierry Rey, ils sont en duo tous les deux, hein, Paris 2024, mais Thierry Rey a la particularité d'avoir été sportif quand même, un petit peu. Un petit peu. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis conseiller spécial de ce comité d'organisation, après avoir été conseiller spécial du comité de candidature. Accessoirement, pour les jeunes qui ne le savent pas, j'ai été champion olympique de judo. Voilà, je suis une sorte de Teddy Riner des années 80. 180 presque. En plus petit. Voilà. Alors les Jeux olympiques et paralympiques, ce qui est important, c'est qu'on va travailler pour que cet grand événement mondial puisse, dès aujourd'hui, pendant les 6 ans pendant lesquels on va construire cet événement, faire en sorte que ces Jeux appartiennent à toute la France. Il ne faut pas que seulement que ce soit les Jeux de Paris et les Jeux de l'Île-de-France. Il faut que partout sur le territoire, les gens puissent, d'une manière ou d'une autre, les jeunes, les sportifs et les moins sportifs, puissent s'intéresser, puissent accéder à ces valeurs du sport, puissent pratiquer ou essayer de faire en sorte qu'autour d'eux, on pratique. Parce que le sport, c'est évidemment beaucoup de thématiques qui peuvent être portées, notamment le sport santé, le sport éducatif, le sport associatif. Donc c'est aussi notre manière de participer, au-delà de l'événement proprement dit, à faire en sorte que cet outil, le sport, puisse rayonner partout sur le territoire. Très bien. Benoît Hubert,
qui représente l'éducation physique, le SNEP, le Syndicat national de l'éducation C'est physique. ça, oui. Benoît Hubert, secrétaire général du SNEP FSU. Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer tout de suite dans la polémique. Dans le Vous m'avez dit de réagir, moi, je ne vais pas réagir tout de suite. On a plusieurs axes possibles hein, sur ces Jeux Olympiques. Soit on en fait un simple grand événement sportif, grand spectacle, soit on en fait une véritable fête populaire pour toutes et tous, quel que soit l'endroit qu'il occupe sur le territoire, là je vous rejoins, mais les DOM comprises. Il faut vraiment aller très très loin. Et puis cette fête, moi je pense qu'elle commence chez les plus jeunes, parce que j'ai tendance à dire que les sportifs de haut niveau qui auront des résultats, nos athlètes, donc nos bénévoles, nos spectateurs, pour l'instant, en grande partie, sont à l'école actuellement. Je n'irai pas plus loin pour l'instant, j'ai peut-être des choses à dire. D'accord. Alors justement, il faut des moyens pour tout ça. On a Marie-Georges Buffet qui est députée de Seine-Saint-Denis et qui est rapporteure du budget en ce moment, du budget des sports. Et on a un budget depuis 1980, un budget des sports qui a été divisé par 2, qui est aujourd'hui à 0, je parle sous l'autorité de Marie-Georges Buffet, à 0,13% du budget de l'État. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Même si, Paris 2024, ils vont réagir, ils vont me dire que ce n'est pas la même chose, le budget des JO, des JOP et le budget des sports. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, Marie-Georges Buffet? Alors, le budget des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, il est contractualisé, il ne bougera pas et on s'en félicite. Mais si on veut faire en sorte que ces Jeux en France en 2024 soient l'occasion d'avoir des millions de licenciés en plus, que les clubs se développent, que les pratiques se développent, il faut un vrai budget pour le ministère des Sports. Or, le budget a déjà baissé de 7% en 2018, il va baisser de 6,2% en 2019 si on laisse faire, c'est la lettre de cadrage. Et puis surtout, il y a une menace sur les 1600 emplois de jeunesse et sport, c'est-à-dire tous les conseillers techniques sportifs qui sont dans les fédérations, qui sont des gens performants, formés pour l'encadrement des sportives et des sportifs qui risquent de disparaître. Donc moi, ce que je vais proposer dans mon rapport budgétaire, je vais proposer au contraire une loi pluriannuelle budgétaire jusqu'à 2024. Et je vais proposer que d'ici 2024, on porte le budget du ministère des Sports de 0,13% à 1% du budget de la nation. C'est rien, c'est 3 milliards, c'est rien. C'est rien par rapport à ce que représente le sport dans notre pays, à ce que le sport génère au niveau économique, au niveau social, au niveau du bien-être des individus. 3 milliards, c'est rien. 3 milliards, c'est le maigre budget consacré aux professeurs d'éducation physique et sportive à l'éducation nationale. Et je pense qu'il faut que le ministère des Sports bénéficie de cela. Avant que Paris 2024 réagisse par la voix de Thierry ou de Bernard, on va faire réagir Benoît Hubert là-dessus, parce qu'il a une rentrée chargée. L'éducation physique et sportive à l'école, c'est plus que c'était, j'allais dire. Oui, non, c'est sûr que c'est simple. Ouais, non. Sur le budget, je partage complètement, donc je ne reviendrai pas dessus. La problématique dans laquelle on se trouve par rapport aux Jeux Olympiques, c'est qu'on veut agréger toutes les forces. C'est qu'on veut engager tous les personnels dans la mobilisation pour les JOP. On voit bien que supprimer 1600 ETP sur un ministère qui en compte 3000, on en finit presque avec le ministère des Sports. Déjà, il y a cette problématique-là. Ensuite, on voudrait agréger les plus de 30 000 profs d'EPS dans cette dynamique. Sauf qu'on a des programmes qui s'éloignent des activités physiques et sportives, qui s'éloignent de par les objectifs des activités physiques et sportives. On a une discipline qui n'est plus reconnue dans les certifications, donc ça minore l'importance que peut avoir le sport dans la formation d'un individu. On a la suppression des options au bac qui permettait d'avoir un plus en termes d'éducation physique et sportive. Et c'est pas une paille, hein, c'est 4 heures et 5 heures, 4 heures en seconde et 5 heures en première terminale, donc c'est pas une paille qu'on nous supprime. Il y a tout un tas de procédures comme ça les signaux sont très très négatifs, très honnêtement. On nous a refusé un enseignement de spécialité qu'on aurait pu avoir, qui coûtait rien, très honnêtement, qui coûtait rien, mais qu'on n'a pas pu avoir au prétexte, là il faut l'entendre quand même. Le ministère nous dit, si on fait un enseignement de spécialité en éducation physique et sportive, autrement dit dans les sports, hein, pour aller vite, ça va gréver les possibilités d'orientation des jeunes. C'est vous dire un peu la représentation qu'on peut avoir du sport dans notre système éducatif. Voilà.
Donc oui, non, on peut décemment aller dire à un prof de PS, engagez-vous pour soutenir et développer un peu tout ce qu'il y a autour des Jeux Olympiques. À l'heure actuelle, c'est quand même très très délicat. Alors oui, il y a des phénomènes de labellisation où chacun fait une petite initiative, met un label, mais ça franchement, c'est pas ça qui va construire l'engouement pour les Jeux. Et en plus, on parle d'héritage, mais dans ces politiques, ministère des Sports, ministère de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'on va avoir à hériter une fois les Jeux passés? Si toute la destruction là continue, on n'aura rien à hériter. On va faire réagir Paris 2024. Vous n'avez pas l'impression, même si vous avez fait du judo et lui Bernard Lapassé du rugby, de ramer à contre-courant Non, alors, pardon, mais alors pas du tout. Alors d'abord, je voudrais expliquer quelque chose très rapidement. Le budget des Jeux Olympiques et des Paralympiques, le budget d'organisation, c'est un budget privé à 97%. Le contribuable ne sera pas concerné pour abonder dans l'organisation des Jeux. C'est important de le savoir parce que les Jeux ils sont organisés avec une manne qui est donnée par le CIO, le Comité d'organisation international, par les droits télé et par des partenaires privés. Après, ce qui coûte, l'État s'est engagé sur les Jeux Olympiques, sur tout ce qui est aménagement du territoire et ce qu'on appelle la Solidéo, la Société de livraison des équipements olympiques. Et il faut savoir que ce département, il y aura un village olympique de 3500 logements, un village des médias de 1700 logements, qui seront ensuite laissés en héritage à la population. Voilà, c'était une aparté pour qu'on éclaire bien le côté budget organisation et le budget, j'allais dire, construction immobilière et aménagement du territoire qui est important. Après, devant la situation économique de l'investissement de l'État, évidemment à 0,13 ou à 0,16, pardon, mais c'est lamentable. Nous-mêmes, on est stupéfaits, mais ce n'est pas nouveau. Le sport français au niveau de l'État, si c'est l'État qui s'occupait du sport français, ça se saurait. Aujourd'hui, qui fait le sport français? C'est les villes, c'est les municipalités, c'est les territoires, c'est les départements, c'est les régions. C'est 13 milliards qui sont mis au quotidien, tous les ans, pour que le sport français, les clubs de proximité, le sport de proximité puisse vivre. Donc, évidemment, on peut regretter cette situation et cette prise de conscience de se dire que l'État n'est pas à la hauteur des enjeux. Et nous, Paris 2024, on le regrette très fortement avec d'autres compétitions. On sait qu'on a la Coupe du Monde de rugby en 2023, on sait qu'on a le sport de haut niveau est bien servi, mais le sport de haut niveau, il ne vient pas tout seul. Il vient aussi avec le sport amateur, le sport de masse, le sport de tous. Donc on est vraiment très inquiet, on est vraiment très interrogatif devant cette situation qui nous laisse assez perplexes de voir ce recul et cette non-prise de conscience sur les budgets de l'État. On enchaînera avec Emmanuel Ouladj de la FSGT, mais Bernard Lapassé là-dessus. Quelle marge de manœuvre vous avez? Vous m'avez parlé, on a parlé avant d'arriver sur scène, de tout ce que Paris 2024 veut faire pour la société. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Les chiffres sont ceux qu'on vient d'entendre, mais simplement pour vous dire que on ne peut pas rentrer dans des combats qui ne sont pas des combats identiques. Nous sommes en combat aujourd'hui où on défend 2024 dans une puissance importante pour l'avenir, pour convaincre l'ensemble de ceux qui sont encore un peu hésitants que ce sera une fête extraordinaire et qu'on ne peut pas laisser les Jeux Olympiques en 2024 et Paralympiques en 2024 sans avoir la certitude d'apporter un soutien pour l'ensemble de ceux qui, aujourd'hui, sont en difficulté parce qu'il n'y a pas effectivement les outils nécessaires, mais que nous sommes en mesure de pouvoir prétendre, grâce à ce qu'on va faire pour 2024, aujourd'hui un retour vers une réalité financière beaucoup plus forte et beaucoup plus solide qu'elle est aujourd'hui. J'en suis certain. Il faut être convaincu si l'on veut vraiment porter un message d'optimisme, de bonheur, parce que c'est ça, les jeux que l'on recherche. C'est vraiment de rentrer dans un domaine qui appartient à chacun d'entre vous et d'entre nous. Ce n'est pas quelque chose qui reste comme ça dans un carton. Donc ça, c'est un point important qui fait que nous avons besoin de travailler maintenant sur la réalité de ce que l'on porte. C'est vrai qu'on n'a pas encore tout à fait complété le dispositif, mais aujourd'hui, on sait, par exemple, que la partie environnementale fait partie d'un travail qu'on doit porter, nous, au niveau de la candidature en elle-même. Et pourquoi je parle de l'environnement? Parce que ça fait partie d'un acte sociétal aujourd'hui. On parlera des transports. Qu'est-ce qu'on va faire des modes de transport? C'est un acte important pour le futur de jeu et pour les futurs de notre région. Qu'est-ce qu'on va faire de l'eau? Le système de l'eau, est-ce qu'aujourd'hui on tient suffisamment d'éléments que nous avons besoin pour le futur? Peut-être pas. On a besoin d'y travailler de façon à donner un espoir
un espace nouveau dans la référence sportive. Pourquoi on a besoin d'environnement? Pourquoi on a besoin des éléments qui sont ceux porteurs, non seulement de bonnes médailles, mais il ne suffit pas de porter des médailles. Il faut porter la conviction qu'on est là pour soutenir les projets, pour défendre un certain nombre de projets dans lesquels le sport sera demain un sport de société. C'est ça l'image que l'on veut donner. Ce n'est pas simplement un résultat sportif, c'est aussi une manière d'aborder le vivre ensemble dans un dispositif dans lequel chacun d'entre nous peut avoir sa voix, peut avoir sa parole et peut avoir ses engagements. Marie-Georges Buffet, vous vouliez réagir? Oui, parce que si je parle culture, la culture, c'est les troupes, les chanteurs, les créateurs, les romanciers, c'est tout cela. Et puis, ce sont les hommes et les femmes qui vont au théâtre, qui vont au cinéma, qui vont écouter un chanteur, qui payent leur place. Mais il y a un ministère de la culture. Il y a un ministère de la culture parce que la République est en charge de faire en sorte que la culture soit accessible à tous et à toutes, quelle que soit sa situation, son territoire, où il vit, etc. Le sport, c'est pareil. Bien sûr, le sport, c'est le mouvement sportif. Ce sont les bénévoles. Ce sont les bénévoles dans les clubs amateurs, ce sont les bénévoles, y compris à la tête des fédérations, ce sont la vie fédérale, ce sont tout ça, les athlètes. Et puis ce sont les familles qui payent les licences. Et puis, voilà. Mais on a besoin d'un ministère des Sports. On a besoin que l'État ait une politique publique du sport. On a besoin que l'État soit en capacité de réguler la pratique sportive, de réguler le mouvement sportif. On a besoin que l'État puisse établir des règles, des lois qui fassent que le sport soit accessible à tous et à toutes et qui fassent que le sport se déroule dans une éthique, dans des règles et que le sport ne soit pas acheté, ne soit pas marchandisé comme on le voit trop aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, ce n'est pas qu'une question financière. La suppression de 1600 postes, c'est est-ce qu'il y a encore une politique publique du sport dans notre pays? Voilà, c'est tout. Je fais confiance au mouvement sportif, ce n'est pas une question de méfiance par rapport au mouvement sportif, mais nous avons besoin, le mouvement sportif a besoin d'une épaule qui s'appelle une politique publique du sport. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on garde ce ministère. Merci pour elle. Justement, Emmanuel Ouladj pour la FSGT, est-ce que vous avez cette épaule l'épaule dont parlait Marie-Georges Buffet pour vous appuyer à la FSGT? Je pense que les Jeux Olympiques pourraient ou auraient pu, je ne sais pas s'il faut en parler au passé ou au conditionnel, remettre le sport au cœur des enjeux de société parce que c'est quand même toujours la dernière roue du carrosse et effectivement on n'arrive pas à mettre en avant l'enjeu d'une culture sportive au-delà du seul résultat en effet ou même de sa seule utilité puisque ces dernières années on a beaucoup vendu le sport comme une utilité pour être en meilleure santé par exemple. Or le sport c'est avant tout le plaisir, l'émancipation humaine, le lien social et ça il ne faut pas l'oublier parce qu'on a tendance à le mettre de côté. Or je pense que les Jeux Olympiques seront à l'image aussi des politiques gouvernementales, en tout cas du projet de société que portera la France. Et il faut savoir que nous, en tant que fédération affinitaire et multisport, la FSGT, on a eu un rendez-vous avec l'Élysée puisqu'on a rencontré un conseiller d'Emmanuel Macron qui nous a dit donc officiellement que l'objectif était pour eux de libéraliser la concurrence dans le sport. C'est exactement la formulation qui a été utilisée. Tout ça pour dire que l'idée c'est que le sport pour tous, finalement, pourrait très bien être pris en charge demain par le marché, puisqu'il y a un potentiel important de développement de salles privées de sport et que le marché est tout à fait à même de le gérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de développer des pratiques, des pratiquants et plus de développer le sport pour tous. La nuance, elle est importante, puisque le sport pour tous, c'est le droit au sport pour tous, alors que le développement des pratiques, finalement, c'est répondre seulement à des attentes de consommation. Et donc, je pense que, évidemment, ce n'est pas du tout l'enjeu des Jeux olympiques et paralympiques populaires qui sont au contraire d'appartenir à tout le monde. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation des associations sur ce terrain. Nous, on a lancé un clip très simple
qui a été beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux parce qu'on pense que c'est pas très compliqué de dire pourquoi le sport est essentiel. C'est pas très compliqué de dire en quoi le bénévolat est absolument essentiel. Et donc il y a un enjeu phénoménal sur ces questions. Moi, j'avais 10 ans en 1988, ce sont les premiers Jeux olympiques dont je me souviens, et j'étais subjuguée par Pierre Durand et Japlou et sa médaille d'or. En 2024, ma fille aura 10 ans. Et je ne suis pas certaine qu'en 2024, il y ait toujours un service public du sport. Et donc, effectivement, il y a un enjeu extrêmement important pour se réinterroger tous ensemble sur le service public du sport dont nous avons besoin, sur les moyens, parce que ce n'est pas Et d'ailleurs, les entreprises actuellement financent très peu le sport. C'est 0,16% le budget de l'État, mais c'est les collectivités territoriales, en effet, à qui l'État veut d'ailleurs confier une partie du développement du sport pour tous, alors qu'elles ont déjà beaucoup à faire sur le terrain. Donc on parlera probablement après des perspectives à faire, mais je pense qu'il y a une mobilisation à avoir aussi dans la perspective de l'héritage de 2024 pour qu'il y ait aussi des jeux populaires qui s'organisent autour des Jeux olympiques et qu'on se réapproprie tous ensemble l'enjeu véritablement d'un sport qui appartient à tout le monde. Alors, on va venir aux perspectives dans le timing qui nous est imparti, mais est-ce qu'il y a des solutions? Parce qu'on a l'impression que là, qu'on est dans Roxane Amaracina, nous, elle a de la bonne volonté, mais on a l'impression que c'est le syndic de faillite du sport français en ce moment. Là, les 1600 CTS, les conseillers sportifs, il y en a 400 qui vont partir à la retraite, donc qui ne seront pas remplacés. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un moment crucial là, pour le sport français, tous ensemble là? Qui veut commencer? Thierry. Oui, on est dans un moment crucial parce que on a tous ces événements sportifs extraordinaires. On a parlé des Jeux olympiques et paralympiques 2024. On a la Coupe du monde de rugby. On a la Coupe du monde féminine de football l'année prochaine. Donc vraiment, la France est terre d'accueil de grands événements sportifs et on ne peut que s'en féliciter. Et dans le même temps, tous les bénévoles, tous les encadrants du sport, encadrantes, apprennent qu'on est en train de liquider la politique publique envers le sport. Et j'ai envie de dire, l'enjeu, je le vois comme ça. Comme l'a dit Bernard Lapasset, il y a vraiment un soutien aujourd'hui des Françaises et des Français pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Mais s'ils ont l'impression que ces Jeux olympiques se font sans le développement du sport amateur, moi, c'est la première fois de ma vie, depuis que j'ai été ministre des Sports, c'est la première fois qu'on me dit que des clubs vont fermer au niveau des communes, des clubs vont fermer. L'opinion publique peut se retourner en disant mais alors pourquoi on fait les Jeux olympiques et paralympiques si on n'a rien pour le sport amateur? Mais moi j'ai envie de retourner le discours, j'ai envie de dire on a les Jeux olympiques et paralympiques, battons-nous pour obtenir les moyens pour le sport pour toutes et toutes. C'est ça le vrai enjeu voilà, dans la période qui vient. Et j'ai envie de dire au mouvement sportif, mobilisez-vous souvent. Je vais peut-être... en France, on dit souvent que l'armée est la grande muette. Mais parfois, le mouvement sportif est la deuxième grande muette en France. Il faut que les acteurs et les actrices du mouvement sportif se fassent entendre. Oui, M. Massédlia, lancez la pétition nationale. Ne la suspendez pas. Allons-y. Et moi, ça me soutiendra dans mon rapport pour le budget 2019. Ne rêvons pas. Hein. Si je suis toute seule à porter la question de la loi de programmation, voilà, elle n'aura pas lieu. Mais s'il y a une grosse mobilisation au mois d'octobre, novembre, etc., sur cette question, on peut faire reculer le gouvernement et on peut gagner une augmentation du budget. Donc j'ai envie de dire, les acteurs et les actrices du mouvement sportif, prenez la parole. Vous êtes des citoyens et des citoyennes actifs, vous êtes des bénévoles, vous êtes formidables. Prenez la parole, vous avez le droit. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux choses distinctes. L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, on va les organiser. On va faire des jeux extraordinaires et ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est comment et à quoi ça sert. Partout sur les territoires, aujourd'hui, il y a des animations, il y a des communes, il y a des départements qui vivent, qui existent. Il y a des associations qui sont fortes. Et les jeux, ils doivent se les accaparer. Là, on ne parle même pas d'État, on ne parle pas de politique. On parle de la manière dont les gens ils vont avoir envie
de s'investir, de s'engager et de profiter de cette idée des Jeux Olympiques. Ça peut être c'est une finalité dans 6 ans. À côté, là, il y aura une magnifique cérémonie d'ouverture, il y aura des athlètes du monde entier qui vont venir et il y aura un spectacle formidable. Mais maintenant, c'est comment pendant 6 ans, on fait en sorte que cette manifestation puisse éclairer les associations pour que les enfants, les bénévoles dont vous parliez, Marie-Georges, les responsables s'engagent. Au-delà de ça, il y a le discours politique. Évidemment qu'on est déçus, évidemment qu'on se demande ce que va devenir le sport français. Mais c'est aussi à nous de nous mobiliser. Aujourd'hui, on peut considérer que les grands responsables du sport français doivent agir. On ne peut pas dire toujours il faut. C'est aussi aux responsables de prendre la responsabilité, de s'engager dans un discours un peu ferme pour faire en sorte qu'on obtienne ce qu'on veut. Si la culture est arrivée à ce stade-là, c'est qu'à une époque, dans les années 80, il y a un ministre qui avait l'oreille de François Mitterrand et il y a eu le 1% pour la culture. En sport, malheureusement, on a fait beaucoup de choses. On a évolué, on a le sport de masse qui va pas si mal que ça, avec 175 000 associations, 15 millions de licenciés. Le sport des pratiquants, qui a 15 millions de pratiquants, donc ça fait 30 millions de personnes qui font du sport en France. Mais on peut faire beaucoup mieux. Et c'est une question d'engagement. Et il faut que les leaders du sport français pèsent sur les responsables politiques, s'unissent pour faire entendre leur voix de manière plus pragmatique et plus sévère. Alors, je suis également élue au conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français. La Grande Muette, c'est une belle expression. Moi, j'appelle souvent aussi ça les gardiens du temple, parce qu'il y a vraiment ce sentiment, excusez-moi pour les éminents représentants de fédérations délégataires, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment qu'il faut... Voilà, il ne faut pas faire trembler les murs et effectivement ce recul, ce pas en arrière fait par le président du comité olympique, alors même que toutes les fédérations ont dit oui à la pétition, est difficilement compréhensible. Et moi, je dis oui à l'appropriation par la population des Jeux Olympiques. C'est une très bonne perspective. Et d'ailleurs, pourquoi pas imaginer des Olympiades populaires? Ici, on a la fête de l'humanité. Et donc, ce serait formidable qu'il y ait une réelle appropriation de l'ensemble des clubs, si ce n'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser le terme Olympiade, puisqu'il y a un paradoxe aussi entre la volonté de Jeux Olympiques et Paralympiques ouverts à tout le monde, qui appartiendrait à tout le monde, et en même temps la confiscation par le Comité international olympique d'un terme qui finalement ne peut pas être approprié par tout le monde. Donc là, il y a une vraie question. Et puis, pour qu'il y ait cette mobilisation citoyenne, et là, je m'adresse aux clubs qui sont ici présents, attention à la professionnalisation de l'animation. Elle doit réellement être accompagnée parce que la conséquence, c'est aussi une dépolitisation de nos clubs, pas au sens politicien du terme, mais au sens de l'appropriation citoyenne, puisque quand on va pratiquer en face d'un animateur rémunéré, c'est quand même pas la même chose que quand on est avec un bénévole, et tout ça n'a pas été très bien accompagné ces dernières années. Donc il y a aussi un enjeu pour repenser la professionnalisation et le bénévolat dans le sport. Bernard Lapassé, vous voulez réagir? Juste un petit mot, je reviens sur Paris 2024, puisque c'est l'objectif de la soirée. Il faut dire qu'on a pris un engagement qui nous lie déjà avec le monde du travail, puisqu'on a signé une charte sociale avec les 5 centrales syndicales dont vous connaissez bien les noms, et le MEDEF, pour porter un message sur la nécessité que nous avons d'organiser un engagement personnel d'environ 40 000 jeunes bénévoles volontaires qui vont venir nous accompagner dans le travail que nous avons à servir pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est vrai, on dit que c'est 28 sports, oui, c'est 28 sports, mais le plus important pour ceux qui vont travailler avec nous dans la charge que représente l'activité que l'on va donner, donc les métiers que l'on va éventuellement dessiner avec ces garçons et ces filles, c'est que nous avons 44 disciplines, ça veut dire 44 championnats du monde en 15 jours. Pour ceux qui ont l'habitude de voir ces compétitions, c'est le travail dans lequel nous sommes. Et nous avons pris l'engagement avec les centrales syndicales de faire en sorte qu'il y ait un travail d'approche pour dégager un certain nombre de jeunes garçons et filles qui viendront avec nous pour qu'on puisse les accompagner dans des décharges de travail qui sont des décharges qui vont approcher le travail et les métiers à venir. On a besoin de former cette génération, de voir avec eux qu'il y a des débouchés sur le sport et grâce au sport,
qu'il peut y avoir des métiers parce que le sport n'est pas un métier simplement pour être un sportif. C'est aussi pour mettre en place un dispositif qui nous permet de rentrer dans une société, dans sa diversité, et que l'on participe aux travaux qui peuvent être ceux aussi des différentes familles qui viendront nous accompagner dans ce travail-là. Donc voilà pourquoi il y a cette obligation. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble pour que le monde du travail soit associé à cette nécessité d'avoir des jeunes que l'on puisse former à des métiers de demain, à des approches où le sport sera différent, où on pourra approcher des façons d'exprimer une diversité d'encadrement sur des bases qu'on aura fixées ici avec ceux qui viendront bien nous aider. Donc voilà le pourquoi. Aujourd'hui, il y a de l'optimisme dans la démarche que nous avons pour 2024. Il y a ce travail qu'il faut faire pour ouvrir les possibilités d'action, les possibilités de diversité qu'il y a dans les différentes chartes de travail. C'est une nécessité parce qu'elle existe et parce qu'elle est dans la tête de chacun de ceux qui vont déjà nous aider et de ceux qui ont déjà pris l'engagement, qui ont téléphoné et qui donnent un certain nombre d'engagements vis-à-vis de nous. Ce sont des éléments qui sont extrêmement essentiels pour l'avenir. Merci. Benoît Hubert, vous êtes d'accord sur les emplois dans la filière sportive, au moment où on recrute de moins en moins de professeurs de PS, je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Oui, c'est 21% de postes en moins au concours en EPS. Hein. C'était le premier signal, d'ailleurs, au poste aux Jeux Olympiques. La première réponse qu'on a eue, c'était ça. Non, je voulais revenir, moi, un petit peu vous demander si c'était un moment particulier. Moi, oui, je pense que le sport en France, il est à un tournant. Mais l'avantage du contexte tel qu'on l'a actuellement, c'est qu'au moins on se réapproprie les questions et qu'on commence à réfléchir sérieusement sur le devenir et l'avenir du sport en France. Ça a au moins ça de positif. Parce que moi je vous entends, vous faites un parallèle en fait entre culture et sport. Je l'entends, hein, je le comprends et c'est pas ce que vous avez dit, mais moi je pense que tant qu'on fera ce parallèle, on sera à côté de la plaque. Je vous le dis honnêtement, pour moi le sport, c'est du patrimoine humain, c'est un fait de culture, c'est un construit humain. Et pour faire culture, il y a besoin d'éducation. Donc je ne dissocie pas, moi, la culture du sport, parce que le sport, pour moi, c'est un fait culturel. J'ai entendu que les collectivités territoriales, elles s'engageaient. Oui, elles s'engagent énormément, les collectivités territoriales. Mais le problème, c'est qu'il y a des territoires où c'est des déserts en termes d'associations sportives et de clubs, et que la suppression, notamment des emplois aidés, n'a pas facilité réellement les choses. Donc il y a toutes ces problématiques territoriales qui sont importantes. Ouais, c'est des choses qui arrivent. C'était 13 il y a 3 ans. Après, je voulais parler en termes d'engagement de l'État, moi, je voulais parler de l'image du sport scolaire. Sur le sport scolaire, l'engagement de l'État, il est très, très fort. Je ne sais plus, j'ai les chiffres quelque part, mais c'est quand même assez important. Je crois que c'est 3,8 millions voilà, qui est donné à l'UNSS. Ce n'est pas des bénévoles qui encadrent, c'est des gens salariés. Pour autant, je pense que les valeurs et tout ce qui s'ensuit sont largement correctement portés. C'est un problème de formation, ce n'est pas tant un problème de bénévoles ou d'employés. C'est ça que je voulais dire par rapport à ça. Et je vous rappelle quand même que le SNEP FSU a été aussi signataire de la charte sociale. Pour l'instant, on a été exempté de toute discussion, on est mis à marre. Je dis ça, c'est par rapport au discours sur le bénévolat. L'UNSS s'engage à délivrer, je ne sais plus combien de milliers de jeunes pour être bénévole sur c'est une très bonne initiative, je ne reviens pas là-dessus. Mais est-ce que c'est la seule pour amener les jeunes à participer de la fête des Jeux Olympiques? Est-ce que ça doit être le seul moyen de les faire entrer là? Je ne suis pas certain et franchement, je me questionne beaucoup sur cette question de former du bénévole pour aller aux Jeux Olympiques dans nos associations sportives scolaires. Sur ce plan-là, oui, Marie-Georges Buffet, sur l'application des jeunes, vous étiez ministre des Sports en 98, comment vous avez fait? Au début de la Coupe du Monde, il n'y avait pas du tout d'enthousiasme pour cette Coupe du Monde de 1998 et c'est justement à travers toute une série d'initiatives en direction des jeunes, avec les associations de jeunes, avec les mairies, que nous avons pu créer vraiment un mouvement populaire pour soutenir notre équipe de France aux Jeux de 98. Mais il n'y a pas que le bénévolat. Le bénévolat, c'est quelque chose d'important. Et moi, je souhaite en effet que beaucoup de jeunes de Seine-Saint-Denis puissent être acteurs, actrices des Jeux Olympiques et Paralympiques par leur bénévolat. Mais il y a une belle expérience qui est en cours de construction dans cette ville de la Courneuve, qui accueille avec la ville de Duny la fête de l'humanité. Le mouvement sportif et les élus, le maire de la Courneuve, des élus, ont créé tout de suite une forme de collectif
où le débat, c'est bien sûr les bénévoles pour 2024, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi comment des jeunes, à travers les métiers concernés par la construction des Jeux Olympiques et Paralympiques, les métiers de l'hôtellerie, toute une série de choses, vont trouver une voie de formation, vont trouver des emplois. Et on avait fait la première réunion, le premier débat de candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques à la Courneuve, et ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le bénévolat, bien sûr, mais c'est aussi comment, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, des jeunes peuvent trouver des voies de formation et des métiers qui demain seront des métiers utiles par rapport à ces Jeux. Et je trouve que pour l'instant, la ville de la Courneuve n'a pas eu le soutien du ministère, etc. Mais je trouve que voilà, ça, c'est des initiatives qui peuvent permettre de construire quelque chose de long terme avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Deuxième chose que je voudrais dire, le mouvement sportif, c'est le sport, bien sûr. Mais le mouvement sportif, ce sont des associations et donc de la citoyenneté. Et si le mouvement sportif, petit à petit, est grignoté par le privé, etc., le sport va souffrir, mais c'est surtout l'engagement citoyen qui va souffrir. Donc il faut garder au mouvement sportif son caractère associatif. Et ça, c'est le ministère des Sports qui peut l'assurer. Paris 2024, sur la question de la jeunesse, pendant la candidature, vous avez justement mis en place des commissions, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En dehors des bénévoles, qu'est-ce qui va se passer pour former des jeunes justement au métier du sport? Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je voudrais juste rappeler que nous, on est organisateurs de la compétition. On ne va pas régler tous les problèmes de la France, hein. Les problèmes de chômage, les problèmes de culture, les problèmes d'aménagement du territoire. Nous, on essaye d'être des déclencheurs. Donc il y a des politiques effectivement qu'on soutient, notamment en faveur des jeunes, parce que vous semblez mettre un bémol, mais quand on a besoin entre 50 et 60 000 volontaires, ne mettons pas de bémol s'il y a beaucoup de jeunes qui participent à ces programmes. C'est formidable, s'il n'y a pas les jeux, ça n'existe pas. Donc déjà, prenons-le et soyez contents de l'avoir. Ensuite, comme l'a dit Marie-Georges, il y a environ 250 000 emplois qui vont être créés dans le tourisme, dans la construction. Et ce département, évidemment, ce sera impacté au niveau des PME, des TPE. Et le département est très attentif à ce qu'il y ait un pourcentage notoire de petites entreprises qui participent à ces programmes. Et il y a déjà des choses qui sont faites pour repérer, pour agglomérer des savoir-faire, pour que ces sociétés puissent participer aux appels d'offres et qu'elles ne soient pas exclues par rapport à certains grands groupes. Donc voilà. Après, il y a aussi tout le volet sportif qui est important, purement. C'est comment, partout en France... Aujourd'hui, les jeunes qui vont faire les Jeux en 2024, ils sont dans les centres. Ils sont dans les clubs, dans les pôles France, ils sont dans les pôles espoirs. Donc il y aura environ 500 athlètes qui participeront aux Jeux, mais aujourd'hui, la masse, elle doit être de 4, 5, 6 000. Et la sélection, comme le haut niveau l'induit, mais ça n'empêche pas de vivre des jolis moments, de progresser, de travailler, de créer du vivre ensemble, de créer des espoirs. Donc c'est toute cette population de jeunes qui travaille et qui progresse en faveur du sport, de haut niveau certes, mais peut-être que certains, s'ils ne sont pas qualifiés, pourront derrière essayer d'aller participer à la vie associative, aller pas se recycler, j'aime pas le terme, mais se repositionner sur les métiers du sport sans nécessairement aller vers le haut niveau. C'est aussi une très belle ambition que de partager sa passion avec le plus grand nombre. Sur la question de la jeunesse, je pense que s'il faut penser héritage Paris 2024, il faut aussi penser les contenus de l'EPS. Et tout à l'heure, j'ai animé au stand de la Haute-Garonne un débat avec Pierre Villepreux sur la culture en mouvement. Et il est évident qu'aujourd'hui, on développe de plus en plus des contenus utilitaristes, donc qui mettent davantage en avant la finalité d'une pratique, le résultat, la posture d'un individu à un moment donné sur le terrain,
et non plus le mouvement, le processus. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel de se réinterroger, de se réapproprier ces éléments-là. Et ça va nécessairement passer par une réappropriation citoyenne de nos clubs. Ça va passer par des initiatives populaires. Donc les Olympiades populaires d'ici à 2024 pourraient permettre ce type de réappropriation qui est absolument essentiel. Et puis on n'a pas abordé la question des équipements sportifs. Ouais, j'allais y venir. Les Jeux Olympiques de Paris en Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est presque 2 millions d'habitants. Il y a 35 piscines. Il y a un enfant sur 2 qui ne sait pas nager à l'entrée en 6e. Donc comment décemment accueillir des Jeux Olympiques et Paralympiques si on n'a pas une réponse quand même sur l'accès aux piscines? Alors je sais qu'il y a Il y a un héritage qui sera de 8 piscines. Oui, mais voilà, mais Montreuil, par exemple, on ne va pas régler l'accès des petits à Montreuil. Et le Val-de-Marne est pas du tout dans le coup. Il y a vraiment une pénurie des piscines, notamment en Île-de-France, qui va pas être solutionnée d'ici 2024. Et plus largement, je crois que j'ai lu dans la revue du SNEP, Benoît, qu'il manque 1000 piscines en France pour apprendre à nager à tout le monde, aux enfants. Aussi, ça se fait, ça commence à se faire. Mais sur la question des piscines, est-ce que on peut piscines reprendre l'apprentissage de la natation sur des chaises aussi, comme ça s'est fait. Non, oui, c'est à minima, c'est ce qui manque, oui. On prend les questions dans 2 minutes, Attends, Bien sûr. On laisse finir Benoît Hubert et après je viens vers vous. Laisse-le. Je viens vers vous dans 2 minutes. On finit avec Benoît Hubert, ok? Restez là, ça sera mieux. Non, mais on parle des piscines. Les piscines, c'est vrai qu'en plus, c'est très marquant avec l'actualité. Donc, ça, qu'on ait un besoin de piscine, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Mais on a aussi besoin de circulaires qui soient un peu plus respectueuses des apprentissages des gamins aussi quand il y a effectivement des piscines. Parce que avoir des classes entières dans de l'indo, c'est franchement pas acceptable pour apprendre à nager, effectivement. Mais on a aussi le problème des installations sportives de manière générale. Hein. Elles sont ou inexistantes dans certains quartiers, ou très très vieillissantes et ne permettent pas une pratique suffisante, dans de bonnes conditions, éclairée. Enfin, c'est pas possible ce qui se passe actuellement. Sur le plan des installations sportives, il faudrait carrément un Grenelle des installations sportives, j'oserais dire, parce que là, c'est une dramatique sérieuse. Et là, je m'écarte de la simple Île-de-France, parce que là, c'est une problématique vraiment du territoire en entier, avec une question forte dont je parlais tout à l'heure, des territoires d'outre-mer. Oui. Bernard ? Oui, juste, il ne s'agit pas strictement que de piscine, mais c'est quand même un élément important de mesurer à quel point nous avons pris l'engagement de former un dispositif sportif à l'échelle de Paris 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques, qui sera transmissible pour une certaine part à l'ensemble de la population. Je m'explique. On va laisser effectivement au niveau des piscines un certain nombre d'éléments permanents. Concernant les piscines, il y aura 2 piscines, comme vous le savez, 2 bassins qui vont rester pérennes après les Jeux et qui vont contribuer à renforcer le dispositif de compétition mondiale, régionale, européenne. Mais il y aura un transfert des autres bassins qui sont en permanence pendant les Jeux à la disposition des athlètes pour leur performance, mais qui seront, à l'issue des Jeux, transformés en bassins pour d'autres destinations avec l'accord des maires. Nous aurons une discussion encore qui n'est pas terminée pour permettre le fait de transformer ces bassins dans une continuité nécessaire pour que les maires de différentes communes aux alentours puissent bénéficier du dispositif. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même un signal fort que l'on donne vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis des régions pour qu'on sache bien qu'il n'y a pas d'éléments qui se seront perdus ou qui seront considérés comme dans d'autres pays. Je prends le Brésil qui n'a malheureusement pas été à la hauteur de ces enjeux, mais qui font faire un élément clé dans le dispositif. Même chose pour ce qu'on va appeler la résidence des sportifs. Eh bien, la résidence des sportifs, effectivement, elle sera faite pour les sportifs, mais déjà, dans la façon d'aborder la conception des locaux, sont en cours des discussions avec les architectes, les maires des communes voisinantes, pour qu'on sache de quelle façon on pourra utiliser ces bâtiments, utiliser ces chambres, ces lieux de permanence pour les sportifs à l'usage
des personnes qui vivent à proximité, qui vivent dans la région, qui vivent dans cette zone, et qu'il puisse y avoir là aussi une continuité qui exprime que le fait de faire des sportifs, c'est pas faire des sportifs que pour gagner des médailles, c'est aussi pour faire des sportifs qui participent à la transformation des lieux qui ont été les leurs vers l'exploitation sociale de ces bâtiments qui seront transférés. Je vous donne ces deux exemples, il y en aura d'autres qui ont lieu dans d'autres lieux. Le bilan, il doit être fait au final lorsque nous aurons terminé, mais aujourd'hui, sachez que d'ores et déjà, toutes ces négociations ont cours, l'ensemble des discussions qui sont faites avec les responsables locaux, que ce soit les maires, que ce soit les départements ou les régions, vont se fructifier, vont se multiplier pour que nous puissions continuer à afficher clairement que l'affaire sportive ne s'arrête pas simplement à l'issue des Jeux. L'héritage, il continue et il sera pérenne pour tous ceux qui pourront effectivement y participer. Ils seront de plus en plus nombreux jusqu'au bout du chemin. Emmanuel, sur la question des équipements, vous vouliez réagir ? Non. On va essayer puisqu'on s'avance vers la fin du débat, et on va essayer de faire participer la salle pour quelques questions. On va prendre la question de monsieur. Juste les perspectives, elles sont... Les perspectives, ça sera des JO réussis à quel prix pour vous? Maintenant, on y vient. On fait un... Qui veut donner le mot de la fin? Marie-Georges Buffet, après on prend les questions. On va passer aux questions, ouais. Alors, est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Non, Première question, on passe. Merci beaucoup. Pardon, c'est fort. Merci beaucoup. Alors, excusez-moi, je m'appelle Amel, je travaille et je vis à Saint-Denis. Le parc de la Courneuve est le poumon vert des habitants du 9-3. On en a besoin. Il y a quelques années, il y a 2 ans, Manuel Valls voulait construire un Central Park. On s'est opposé à ça et on a gagné. Il voulait mettre du béton dans le parc de la Courneuve, là où vous êtes actuellement. On a gagné. Sauf qu'avec les JO, va se passer une nouvelle chose, une nouvelle bétonisation. Ils vont installer le village des journalistes dans le parc de la Courneuve. Et vous savez où ça? Dans l'air des vents, ici même où se passe la fête de l'humanité. Vous voyez le symbole et l'attaque contre les quartiers populaires. C'est un truc de dingue. Donc ma question est, d'après ce que j'ai compris, le village des journalistes, un bâtiment pour les journalistes, peut-être des studios. Et quand les journalistes partent après les JO, on laisse tomber les cloisons et on commence à faire les premiers appartements dans le parc de la Courneuve. Et c'est l'entrée des nouveaux bâtiments, 2 bâtiments dans un parc classé Natura 2000 qu'on a toujours protégé et qui est notre écrin à nous des quartiers populaires. Donc ma question c'est, est-ce que vous allez résister là-dessus? Quelle réponse vous avez par rapport à ça? Et en tout cas, comptez sur nous. Si jamais ils font ça, en tout cas, moi je suis syndicaliste, je vous donne ma parole qu'on fera une ZAD dans le parc de la Courneuve, une ZAD service public, à la fois pour le parc et à la fois pour les droits sociaux. Voilà, parole d'honneur. Voilà. Et c'était une question ouverte. Merci beaucoup. Merci. Marie-Georges, vous êtes députée de Seine-Saint-Denis, vous êtes d'Unis, c'est votre circonscription. Après, on fera réagir Paris 2024, mais sur cette question... Oui, le projet pour le village des médias, c'est ici, c'est sur l'air des vents. On utilise, nous, pour faire la fête de l'UMA et tout. Là, on se moque complètement des essences et tout ça. Pour la fête de l'UMA, ça n'a pas de problème. Hein, non, parce qu'on ne peut pas être écolo un matin et puis pas le lendemain matin. L'air des vents, elle a été goudronnée. Elle a été goudronnée. Vous voyez les allées, etc. Et elle sert justement à la fête de l'humanité, à la fête des Tamouls, le premier week-end de juillet. Et c'est là que vont être construits. Par contre, le parc de la Courneuve va gagner de nombreux hectares. Parce que dans le contrat des Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a tout ce qu'on appelle l'ère des essences qui va être, comment on appelle ça, dépollué et qui va devenir partie prenante du parc de la Courneuve. Et donc, ça va agrandir le parc de la Courneuve. Et l'ère des vents, elle restera là. Je ne sais pas si on pourra encore faire la fête de l'UMA là, où il faudra se pousser un petit peu. Mais elle servira, comme elle sert aujourd'hui, à des expositions, à des fêtes, etc. Alors moi, je vais donner
On va laisser répondre Thierry Ray, merci. Alors moi, Après, c'est à vous. je vais d'abord dire bonjour à cette dame que on vous a déjà rencontré dans une soirée de concertation, parce que Paris 2024 vient à participer à des soirées de concertation qui sont organisées par les élus de ce département. Il y a des gens qui ont été élus démocratiquement, qui sont en charge de la gestion et de l'aménagement du territoire. Donc nous, on travaille avec eux, que ce soit M. Troussel, que ce soit M. Braouzek, qui est pleine commune. Donc nous, si vous voulez, on ne pompe pas un projet comme ça et on ne vient pas et on n'impose rien. Nous, on travaille avec des gens, on travaille avec l'État, on travaille avec la région Île-de-France, on travaille avec le département du 93, on travaille avec les gens qui sont démocratiquement élus et qui sont en charge de la gestion de ces problèmes. Donc nous, on ne peut pas vous répondre directement en vous disant « ça va être comme ci, ça va être comme ça ». Il y a des gens qui sont en charge de ces problématiques. On a travaillé pour faire en sorte qu'il y ait un projet qui soit accepté démocratiquement. Et après, la population tranche. Mais le projet... Madame, ma réponse en tant que représentant de Paris 2024, elle est celle-ci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Il sera reconverti en logement justement On va passer à la prochaine question. Quelle est votre question? Serge. Ouais, excusez-moi. Moi, je suis un habitant de la Seine-Saint-Denis et je suis issu du monde sportif. Mes gosses sont issus du monde sportif. Ils sont entraîneurs, ils sont dans les assos, dans les petits clubs. Qu'est-ce que l'avenir olympique propose à ces jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, qui sont entraîneurs dans les clubs de tennis de table, à droite, à gauche, voire du rugby, monsieur l'a passé. Qu'est-ce que Paris 2024 propose à ces mômes qui ont 23 ans, 24 ans, 25 ans, qui ont 30 ans dans quelques années? Qu'est-ce que propose Paris 2024 à ces jeunes? Merci. On a déjà... Alors, vous avez déjà répondu à la question, mais... Oui, non, mais écoutez, on va répondre. Il y a plusieurs solutions, plusieurs hypothèses. Pardon? Oui, je vais répondre, oui. Allez, je continue. Simplement pour dire qu'il y a plusieurs possibilités d'exprimer la finalité d'un projet d'héritage. Il y a celui qui correspond au temps qui va se dérouler pendant les Jeux. Donc pendant les Jeux, il y aura beaucoup de choses qui vont se dérouler, où on va associer les populations, les jeunes, les moins jeunes. Attends, je réponds. Mais je te réponds maintenant, d'accord? Maintenant, on va préparer le dispositif qui va permettre à des jeunes, lorsque nous aurons terminé, avec l'accord du CIO, l'ensemble de l'organisation de nos sites. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, on le sait bien. Nous sommes encore en étude. Donc aujourd'hui, on prépare un dispositif qui permettra à des jeunes, pendant la durée des Jeux, d'exprimer leurs possibilités, on l'a dit tout à l'heure, de travailler sur des sites, de travailler sur des options de clubs, dans des associations, avec les communes, on travaille avec les communes, on travaille avec les associations, y compris avec les fédérations. Il y aura des possibilités d'exprimer... Pardon? Oui, les clubs, les associations, pour moi c'est les clubs, les associations, les clubs, les fédérations. On aura un dispositif d'accompagnement qui va permettre d'exprimer pendant les Jeux un certain nombre d'éléments d'héritage, parce que pendant ce temps, on aura travaillé sur la notion d'héritage. Et ça permettra d'enrichir les options qu'on veut donner. Et ensuite, on aura, après la période des Jeux, c'est ça la plus délicat. Après la période des Jeux, on veut donner, je vais expliquer, on veut donner des options qui permettront à des garçons et filles de pouvoir, au-delà des Jeux, continuer à avoir une continuité d'action, une action continue avec le sport, soit sur des qualifications qu'ils auront ou qu'ils auront obtenues pendant les Jeux, dans ces travaux que l'on va mettre en place et qui leur permettront d'avoir peut-être un diplôme, peut-être quelque chose de plus, ou un métier. Il y aura des possibilités qui vont s'exprimer parce qu'on aura travaillé en liaison, encore une fois, avec les autorités régionales, départementales, municipales, locales, les différentes... On aura des solutions pour vous proposer d'un travail aux gamins. Voilà. Alors, on ne va pas pouvoir faire un débat à deux.
Eh bien, oui. Oui, c'est ce que je vous dis. Mais maintenant, mais non, mais on n'a rien à vous proposer. On n'a rien, on n'a pas. On n'est pas des jeux aujourd'hui. On n'est pas dans les jeux aujourd'hui. Non, mais c'est pas les JO en eux-mêmes qui vont. Attends, est-ce que vous pouvez, monsieur, est-ce que vous pouvez écouter les réponses? Merci. C'est pas les JO ou les JOP en eux-mêmes qui vont résoudre aujourd'hui la situation des clubs. Monsieur, c'est pas les JO et les JOP qui vont résoudre aujourd'hui la situation des clubs amateurs. La bataille pour les clubs amateurs aujourd'hui, c'est la bataille sur le budget du ministère des Sports et les dotations globales de fonctionnement aux municipalités et aux départements. C'est ça qui permettra de résoudre le problème des clubs, dont c'est au ministère, c'est vers le ministère, vers le gouvernement qu'il faut se tourner et pas vers les organisateurs des Jeux et des JOP. Merci. On prend la prochaine question. Oui, moi, je voudrais revenir sur l'incohérence du gouvernement, des pouvoirs publics, quand ils disent qu'ils veulent développer. Il y a une lettre du Premier ministre qui a été envoyée au printemps au président du CESE, du Comité économique, social et environnemental, disant, dans l'objectif de 2024, il faut 3 millions de participants, de sportifs supplémentaires, et il a pointé 2 obstacles. Et nous, moi je parle ici, je suis militante au SNEP-FSU. Il y a 2 obstacles avec lesquels on est complètement d'accord qu'il a pointé, le manque d'équipements sportifs, on en a parlé, et le manque d'encadrement. Or, qu'est-ce qu'on constate? Sur les équipements sportifs, bien sûr, on a parlé des équipements pour les grands jeux, etc. Mais il n'y a rien pour le sport en dehors de ces grands jeux. Il n'y a toujours rien de l'État qui arrive. On laisse les communes, les départements, les régions se débrouiller avec des budgets qui sont de plus en plus difficiles à boucler. Non seulement il n'y a rien qui est décidé, mais j'ai lu aussi ce qu'a écrit la Cour des comptes par rapport au bassin de natation. Il y a un rapport qui est paru, je crois, en février de la Cour des comptes et qui a fait le constat que les bassins de natation sont parmi les installations sportives les plus fréquentées en France, mais qu'on manque énormément de bassins de natation et que ça coûte très cher parce que c'est essentiellement les communes, les intercommunalités qui supportent les coûts. Et la Cour des comptes termine en disant, puisque c'est comme ça et que l'État finalement ne subventionne qu'à hauteur de 4% les bassins de natation, eh ben on propose tout simplement que l'État arrête de financer. Et d'ailleurs, l'Association des maires de France, des villes de l'AMF, a protesté comme nous avons protesté. Et quant à la réponse du gouvernement sur le manque d'équipements sportifs, bon voilà, sur le manque d'encadrement, Benoît Hubert l'a dit tout à l'heure, c'est moins de recrutement de professeurs de PS et c'est le ministère des Sports avec les 1650 postes supprimés. Donc où est la cohérence gouvernementale sur ces déclarations qui sont totalement contradictoires? C'est-à-dire, il y aurait des bonnes intentions, mais alors, avec les moyens, rien, vous repasserez. C'est scandaleux. Merci. C'était plus une intervention qu'une question, je crois. On a déjà largement répondu. On va passer à la prochaine question. Alors moi, je suis prof d'éducation physique à la retraite, mais aussi impliqué dans la vie associative. Ce n'est pas une question, c'est une proposition. Donc vous vous posez la question, comment faire pour que les jeux soient les jeux pour tous? C'est bien ça la question. Or aujourd'hui, il ne faut pas se faire des illusions. Les jeux, c'est d'abord l'affaire des multinationales, c'est l'affaire d'abord de la grande finance. C'est clair. Donc, mais les Jeux olympiques, c'est un bien commun de l'humanité. Ce n'est pas la propriété des multinationales. Comment on pourrait faire avancer cette idée? J'ai des collègues qui sont venus me voir cet après-midi, j'étais en train d'animer à l'Espace Sport. Alors ils disaient, il va falloir faire la grève, les associations, les bénévoles, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas commencer l'action dans le champ de l'association, du mouvement sportif. On ne peut pas commencer par la grève. Pourquoi pas un jour? Mais par contre, il faut trouver une forme d'expression. Il a été dit, les sportifs, le mouvement sportif, c'est la grande muette. Ce n'est pas entièrement faux. Mais il y a des bruits qui se font entendre. Moi, j'ai trouvé ça très réconfortant, par exemple, que le dernier clip, le sport n'est pas une marchandise, ça fait un tabac actuellement.
Ça fait le buzz. D'ailleurs, j'en profite, vous allez sur FSGT YouTube et vous verrez ce clip. Moi, je crois qu'il faut appeler tous les citoyens, tous les militants sportifs qui refusent que la libéralisation dans le sport, qui refusent la marchandisation dans le sport, qui refusent le démantèlement des services publics. Il faut créer des manifestations sportives. On a eu des exemples. Vous aviez un espace sport à côté. C'est quoi ces manifestations sportives? Il faut appeler les associations à organiser des événements où tout le monde va pouvoir pratiquer, discuter. On peut faire aussi des débats. Il faut organiser, mais dans les quartiers, au plus près des grands événements. Moi, je pense qu'on a 6 ans. Les Jeux nous appartiennent. Ils n'appartiennent pas à les multinationales, ils n'appartiennent pas à l'État. C'est ça qu'il faut faire avancer comme idée. Voilà ma proposition. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont d'accord avec ça. Alors, on répondra ensuite. Oui, alors le droit à l'expression, c'est de dire que tout le monde n'est pas pour les Jeux Olympiques. Il y a tout un mouvement à gauche qui est contre les Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que l'idéal olympique, au départ, Coubertin, c'est quand même un esprit fasciste, d'organisation militaire de la société, poussée uniquement aux médailles, même s'il y a de belles médailles, t'es dirais. Mais les médailles, c'est quand même l'exploitation de l'homme par l'homme pour pousser les gens à uniquement des records et ne pas faire de la culture sportive. Moi, j'ai jamais été exploité par personne, monsieur. Je suis champion olympique à Moscou et j'ai jamais. C'est un choix libre. J'ai travaillé comme un malade et j'ai été chercher ma médaille tout seul et j'ai jamais été exploité. Alors ne dites pas n'importe quoi. L'émancipation, c'est de savoir comment on est encadré. Je suis très émancipé, vous inquiétez pas. Oui, on ne sait pas. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que la culture, c'est pas la culture du cinéma, des livres, etc. C'est pas une question de médaille. Sont des gens qui font à haut niveau des choses sans se préoccuper d'avoir... Bien sûr, le Festival de Cannes, les Oscars, les Césars, ça n'existe pas. C'est accessoire pour les gens de culture. Mais bien sûr. Bon, donc, ce que je fais comme proposition, c'est que, puisque on sait très bien que Macron est pour le démantèlement des services publics, ce n'est pas une surprise, qu'il est pour la marchandisation de tout, y compris des activités sportives, et que ça ne va pas changer, qu'il espère même être là au moment des Jeux Olympiques. Enfin, il aura du mal, mais je crois qu'il faut se débarrasser de ces Jeux Olympiques façades. Comme il a utilisé la Coupe du Monde, il fait des t-shirts où il se représente lui-même pendant la Coupe du Monde. Il fait croire que la France est black blanc beurre au moment où il durcit la politique de migration. Donc, tous les Jeux Olympiques, c'est une façade exploitée par les hommes politiques. Et le sport, pour l'approprier, il faut que le budget des Jeux Olympiques revienne à tous les clubs et que ça soit terminé avec cette mascarade. Marie-Georges Buffet. Oui. D'abord, monsieur, il y a aussi des femmes politiques. Alors l'expression les hommes politiques, il faudrait la barrer un peu, hein? D'accord? Ok? Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, qui est responsable de l'instrumentalisation du sport? C'est les sportives et les sportifs? C'est les bénévoles des fédérations? Ou c'est les gouvernements? C'est les gouvernements. Voilà. Donc, qui exploite l'image de la Coupe du Monde ou des choses comme ça? C'est Macron, c'est pas les sportifs eux-mêmes. Donc faisons en sorte que les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 soient des Jeux populaires. Et puis l'exploitation par les politiques de ces Jeux, eh bien il faut la combattre. Mais ne mélangez pas tout, Excusez-moi. Emmanuel. Moi, je pense qu'il faut aussi être vigilant sur... Moi, je trouve que pour le coup, les partis de gauche, puisque tu faisais référence aux partis de gauche, les partis de gauche ne prennent pas assez en compte la question du sport en tant que tel. Et je trouve que moi, je suis aussi très partagée sur la question des Jeux Olympiques parce qu'à la fois, ils me font rêver et à la fois, l'argent les pourrisse. Et voilà, et il faut avoir une analyse critique là-dessus. Mais attention à ne pas mettre de côté la question du sport parce qu'effectivement, ce ne seront que ceux qui ont les moyens de le pratiquer qui pratiqueront vraiment du sport. Et les classes populaires, elles n'auront pas accès à la culture sportive. Elles auront
auront accès à une activité physique low cost qui, soi-disant, améliorera leur diabète ou les rendra plus je ne sais pas quoi. Donc il faut aussi que les partis de gauche, pour le coup, se réapproprient la question du sport. Et à la fête de l'humanité, je suis désolée, mais il n'y a pas assez de monde dans les débats sur le sport. Moi, je suis allée à 4 débats, il n'y a pas assez de monde. Donc le sport, il faut aussi se le réapproprier comme un enjeu, parce que c'est une création culturelle, humaine, et il ne faut pas le laisser aux marchands, et il faut se le réapproprier vraiment. Merci. On va prendre une dernière question, c'était un excellent mot de la fin. Vraiment une dernière question, parce que vous étiez là depuis... Oui, il y a quelque chose que je trouve très surprenant, c'est qu'il me semble que le sport en général a une excellente image, que en général les gens considèrent que faire du sport ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Bon, et je pense que l'État doit considérer ça. Et puis souvent on considère que pour les quartiers populaires, le sport peut être un excellent ascenseur social. Donc l'État, je suis convaincu et totalement convaincu de ça. Donc comment vous expliquez que l'État accorde un budget aussi minime au sport et n'accorde pas plus de crédit au sport, quoi? On a déjà en partie répondu à ça, mais qui veut On a répondu simplement, on ne peut pas faire de réponse au président de la République sans que vraiment on sache exactement le pourquoi. Il ne nous a pas donné de raison particulière à nous, membres de l'organisation 2024, pour savoir quels étaient ses objectifs. Pour terminer, ça reste encore dans un domaine qui est le domaine du politique. Ce n'est pas celui, contrairement à ce qui vient d'être dit, de Paris 2024. De Paris 2024, c'est véritablement de rentrer dans un domaine où on offre une diversité au sport qui va l'enrichir dans cette diversité pour offrir à l'ensemble des populations un héritage pour après. C'est ça ce qu'on recherche. On recherche véritablement une continuité dans la manière d'aborder les sports, de le construire, de le développer. On a un dispositif aujourd'hui qui va nous permettre d'être beaucoup plus ouverts à une transformation, à une activité sociétale dans laquelle le sport trouvera toute sa place et les sportifs avec. Ce n'est pas uniquement être sportif pour gagner des médailles. Les sportifs sont ceux qui sont amateurs, ceux qui sont dirigeants, ceux qui sont professionnels parfois. Mais il y a cette très grande diversité dans laquelle on doit nous répondre pour offrir des possibilités d'expression d'un sport qui se rende grâce aux Jeux olympiques et paralympiques à l'échelle de ce que la société attend de l'activité sportive. C'est ça le travail que l'on doit faire. Ce n'est pas de répondre à un tel ou un autre, c'est véritablement de rentrer dans cette logique qui est la vôtre, qui doit être la vôtre parce qu'elle doit être partagée avec l'expression que vous attendez de Jeux olympiques et de paralympiques. Ça, c'est important pour nous. Thierry Ray. Alors, moi, je ne me l'explique pas pour répondre à votre question, mais c'est pas maintenant. Hein. J'ai 59 ans, ça fait 55 ans que je ne me l'explique pas. Et pourquoi je me suis engagé en sport? Aujourd'hui, j'ai été un athlète de haut niveau. Aujourd'hui, je suis un pratiquant lambda. Je veux saisir cette chance des Jeux olympiques et paralympiques. Par exemple, le mot paralympique, c'est un truc qu'on ne disait jamais avant. Le handicap, qui s'en soucie? Donc l'éclairage, par exemple, des Jeux olympiques et paralympiques, c'est de faire en sorte, nous, on ne va pas régler le problème du handicap en France, mais on va avoir un regard ouvert. On va inciter les gens à être plus sensibilisés à cette problématique. Donc, notre enjeu, il est là. Au-delà d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques dans 6 ans, c'est de faire en sorte que la thématique qui nous est chère, on la développe partout en France. On veut être un moyen pour booster le sport, que ce soit en termes éducatifs. Il y a un programme qu'on a créé avec l'éducation nationale qui s'appelle la Semaine de l'Olympisme à l'école, où aujourd'hui, il y a 2 millions d'enfants qui ont pu participer à ce programme. Ça n'existait pas avant. En termes de santé, on sait ce que le sport amène en termes de prévention, sur l'obésité, sur le diabète, sur les problèmes du cancer, post-cancer. Tout ça est reconnu. Donc nous, on veut participer à faire en sorte que le sport aide ces politiques publiques. Après, on ne va pas tout régler, on ne va pas faire des miracles, mais grâce aux Jeux, on va essayer de booster et d'être un incitateur pour faire en sorte que le sport aille mieux et soit plus diffusé en France. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vous invite à faire la 3e mi-temps de ce débat dans les différents bars de la fête. Merci.